Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Un jour un artiste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un artiste, un humoriste, Sébastien Marx. Bonjour, c'est moi. Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Avec plaisir. Alors, t'explique un petit peu le concept de l'émission. Ok. Je vais te poser plein de questions, Oui. chronologiquement, sur Ok. ta vie. Avant d'avoir été artiste et artiste connu, Mhm. j'aimerais savoir comment t'es venu cette inspiration et depuis tout petit. Ok. Voilà un petit peu ta vie et tout ça. Alors pour commencer, la première question, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Ça existe encore. Je m'appelle Sébastien Marx, je suis un humoriste en France. Voilà. Rien à dire de plus, l'accent est normal. Non, peut-être que je suis d'origine américaine, qui explique l'accent. Et voilà, je monte sur scène en faisant du spectacle de stand-up comedy. Ok, J'ai bien fait? c'est très bien. Ok. Et pour la prochaine question, tu viens d'où? Parce que tu nous as dit que tu venais des Oui. États-Unis, mais de quel coin? Ouais, c'est très compliqué d'où je viens parce que je suis né à New York, j'ai grandi à New York, mais mes parents sont argentins et mes grands-parents sont autrichiens et allemands. Ok, Juifs, je voudrais quand même préciser. d'accord. Oui, c'est-à-dire avec le parcours de Allemagne à l'Argentine, ça peut semer de doutes, mais non, ils étaient juifs. Donc il y a eu énormément de distance et de kilomètres parcourus Oui, pour que Sébastien Marx naisse un jour. naissent un jour et ironiquement revenir en Europe. Ok. Ouais. Et donc tu disais, ça fait combien de temps que tu es revenu là, que tu es arrivé En ici France? en France? 21 ans, 21 ans. 22 ans peut-être, oui. Ok. Oui. Alors, je reviens un petit peu en Ok. retrait. Donc Sébastien, né à New York. Oui. Et donc, comment était ta vie à New York? Comment se passe la vie à New York? Mhm. Bien. J'étais dans la banlieue de New York, dans la banlieue nord, qui s'appelle Westchester, qui est un comté juste au nord de la ville. Donc on était à 30 minutes de Manhattan. Donc c'était le Truman Show. Le Truman Show, Oui. tu vois, Desperate Housewives, vraiment le cliché de la suburbs d'une grande ville. Donc un peu, ouais, très bien pour grandir parce que c'est très safe et les écoles étaient super. On avait la ville de New York pas loin pour tout ce qui était culturel, donc ça c'était très bien. Mon père nous a emmenés à voir plein de concerts de musique classique ou aller voir des musées, choses comme ça. Donc ça c'était très bien. Donc aussi c'était le rêve américain, quoi, dans le sens que tu vois des copains pour jouer au baseball sur le terrain, des choses comme ça, et tu peux prendre ton vélo pour retrouver des copains et aller à l'école même. Donc ça c'était assez agréable. Ouais. Mais c'était chiant parfois. C'était chiant, pourquoi? Oui, ennuyant. Bon, tout ce qui était culturel était dans la ville. Il fallait aller à New York pour. Mais après, des c'est choses pareil, culturelles. tout artiste, il y a aussi une importance à s'ennuyer. Tu disais, Oui. l'ennui permet de Créer. créer et d'imaginer. Mhm. Donc, est-ce que déjà tout jeune, tu as commencé à écrire, jouer un peu la comédie, faire Jouer la quelque chose? comédie avec mon frère, je pense. Mon frère, on faisait un duo. Mon frère est assez sérieux. Portait des lunettes dès le petit âge. Moi, ça fait que depuis peut-être quand j'avais 25 ans que j'ai commencé à porter des lunettes tout le temps. Mais lui, il était l'intello. Et donc, on faisait des duos un peu clown blanc et l'Auguste. Ok. Et il était plutôt celui qui est sérieux. Moi, je faisais un peu le fou à côté. Et donc, on faisait parfois des sketchs. On regardait énormément d'humoristes et de films humoristiques quand on était petit, ou de séries, ou même de stand-up. Parce qu'à l'époque, à la télé, il y avait quand même des stand-up. Donc oui, on s'inspirait pas mal de ce genre d'univers et on recréait ça entre nous. Ouais. Ok. Et donc, tes artistes, étant plus jeune, ce que tu regardais à la télé, ce que tu voyais, ce que ton père t'emmenait voir comme spectacle, quel est l'artiste ou les artistes qui Oui. t'ont le plus inspiré? Ouais, il y avait beaucoup, mais des films de Mel Brooks, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Mel Brooks. Non, mais je regarderai. Mel Brooks, c'est un réalisateur, il a écrit, peut-être tu connais, à Paris, ils ont refait The Producers, le producteur, qui était basé sur un de ses comédies musicales.
Bon, bref, le film de Mel Brooks, des frères Marx aussi. Mais après, plus tard, c'était... Ou des films comme Airplane, y a-t-il un pilote dans l'avion? Dans l'avion, ouais. Ou y a-t-il un flic pour sauver la reine? Ce genre de film, on regardait beaucoup. Et après, côté série, il y avait The Cosby Show, de Bill Cosby, Rest in Peace. Et après, Seinfeld, plus tard. Ça, j'ai pas. Jerry Seinfeld. Ça me dit rien du tout. OK. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était son univers? Jerry Seinfeld, stand-up. En fait, sa série, il y avait toujours un extrait de son stand-up au début et à la fin de l'épisode. Et pendant les années 90, c'était un des sitcoms avec Friends qui était le plus regardé aux États-Unis. D'accord. Et ça, c'était vraiment... quel style d'humour? C'est très observationnel, je ne sais pas si on peut dire observational, où il observe pas mal de choses et il jouait dedans avec 3 amis, il y avait 3 amis à lui et c'est une série qui a cartonné dans les années 90. Et Jerry Seinfeld, c'est un des meilleurs humoristes de stand-up de tout le temps. Il a influencé Gad Elmaleh. Tu n'as jamais entendu parler de... Non, parce que c'est vrai que moi, tu sais, je suis assez récent dans l'univers de la culture et de la comédie. Donc, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de lacunes en démarrage sur certaines personnes que je ne connais pas. Mais c'est là où, moi, ça m'enrichit, c'est de t'entendre m'en parler. Ça va me pousser à rechercher. Et pour la prochaine fois... Tu vas taper Jerry Seinfeld, tu vas voir 1000 choses. Donc oui, sa série pendant les années 90. Donc oui, beaucoup de choses à la télé aussi. À l'époque, il y avait une chaîne qui s'appelait Comedy Central, qui montrait plein de séries et de stand-up humoristiques. Et ça existait déjà dans les années 90. Même The Daily Show a commencé sur Comedy Central. Sûrement, tu vois pas ce que c'est le Daily Show. Non, parce que c'est vrai que la culture américaine et la culture française, comme là le stand-up est arrivé beaucoup plus tard. Oui, complètement. On l'a copié aux Américains. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce train de retard qui fait que nous, on découvre quelque chose qui est apprécié ici en France, mais qui est déjà apprécié depuis des dizaines d'années, des vingtaines, voire trentaines d'années chez vous, aux États-Unis. Complètement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où, comme je te dis, moi, depuis 4 ans, j'ai quelques lacunes. Alors quand tu me parles de noms, Friends ou d'autres séries américaines qui étaient hyper drôles, où on les regardait en famille, les vendredis soirs, samedi soir ou dimanche soir, ça dépendait, même quasiment tous les soirs. Nous, ça a été notre histoire. Texas Walker, le cliché. Mais on avait notre belle famille. Enfin, il y avait tout ça, hein, généralement. On en avait tellement. Mais c'était vous, quand je dis vous, tu vois, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est les Américains qui nous emmenaient cet humour-là. Tu vois. Et ça a un peu bifurqué après avec H, la série H, où tu avais plus cet univers, où tu avais un public et tout. Donc c'est là où moi j'ai commencé à découvrir un peu l'univers… des sitcoms. Ouais, des sitcoms, c'est ça. Donc c'est pour ça. Simpsons aussi. Simpsons est arrivé. Simpsons, oui. Et puis alors, tous les samedis soirs, on allait chercher un petit fast-food. Hein, et puis on se mettait le samedi soir devant la télé, on regardait. C'est génial, Simpsons, J'ai grandi avec ça aussi. Ça a évolué, ça évolue avec le temps, mais c'est toujours comme tu le vois avec les enfants, c'est toujours d'actualité. C'est ça qui est important, et c'est de dire que ça continue. Il y a cette force-là. Bon, alors pour la continuité par rapport à ton enfance, quand tu allais à l'école, est-ce que tu jouais la comédie ou est-ce que tu étais le bon élève? Est-ce que tu étais le clown de la classe? Non, je n'étais ni le bon élève, ni le clown de la classe. Je pense que oui, j'étais un peu drôle, mais je n'étais pas celui qui attirait l'attention sur lui. Je pense que j'étais assez timide quand même. Je pense que oui, je pouvais placer une blague par-ci, par-là, mais je n'étais pas celui qui était le plus drôle dans la classe. Je pense que j'étais trop timide pour ça. Ok. Et donc toi, tu as évolué dans les études et tout ça. Quelles ont été tes études? Quel a été le diplôme? Tu as été jusqu'où? J'ai fait mes études à la fac. Je suis allé à Boston University où j'ai fait des études en communication avec une concentration sur cinéma et télévision. Ok. Et donc tu as fini ces études-là, tu avais à peu près quel âge? 21 ans. 21 ans. Et donc c'était à Boston, la ville de Boston.
Et je commençais déjà à cette époque de monter sur scène. J'avais une troupe de sketch Ok. qui s'appelait The Incontinentals. Et on était 5, 6, et on montait sur scène dans le milieu de Boston avec plusieurs. On écrivait des sketchs, on montait sur scène avec. Et c'était très sympa. Et aussi, en parallèle, je travaillais en tant que barman dans un comedy club. Et je montais sur scène de temps en temps en mode stand-up aussi. Ok. Ouais. D'accord. Et donc, tu as toujours des contacts de ton équipe, ton groupe avec qui tu Ah oui, tu oui, joues? ce sont un de mes meilleurs amis aux États-Unis, restent ces gens-là. Ouais. D'accord. Et certains ont réussi à continuer comme toi dans Oui, ce... il y a notamment 2 dans cette troupe qui écrivent pour des séries aux États-Unis. Ok. D'accord. Ils sont à Los Angeles. Bon, il y a un maintenant qui est revenu à New York, mais ils ont gagné un Emmy là récemment. Tu vois ce que c'est un Emmy? Oui, c'est une récompense. Les Oscars pour la télé. Oscar, ouais. Ok. Ils ont gagné un Emmy même récemment pour l'écriture d'une série. Et donc, non, ils sont hyper bien placés dans le monde de la télévision humoristique, quoi, de séries, de sitcoms et choses comme ça, humoristiques aux États-Unis. C'est cool ça. Ouais. Et moi, ça me fait rêver, tu sais, ce rêve américain. Ouais, ouais. On entend parler de New York, de Boston, de Ouais. tout ce que tu De veux. LA, Et là, tout ça, ouais. c'est super. Ouais. Donc, en soi, à 21 ans, c'est là où tu as décidé de prendre tes bagages et de venir en France? Quelques années plus tard, j'étais à New York, je suis retourné à New York, j'ai rencontré une Française et on était en relation, on faisait un peu le long distance relationship, La relation, relation de longue distance, on peut dire ça comme ça. Oui, on peut le dire. Et donc elle était en France, j'étais aux États-Unis et finalement on a décidé de vivre ensemble et donc j'ai décidé de venir en France. Je ne pensais pas forcément rester aussi longtemps et 21 ans plus tard, je suis encore là. Et t'es tombé amoureux de quoi? De Paris, de la France? Ni l'un ni l'autre. Non, mais c'était... ouais, après que je me suis séparé de mon ex, j'avais le choix de rentrer aux États-Unis. Mais je me suis dit non, maintenant je parle un peu la langue française. J'étais pas à Paris à l'époque, j'étais à Toulouse. D'accord. Et je me suis dit, ok, je vais quand même tenter Paris pendant 1 an. Et chaque année, je me disais, ok, bon, ça marche un peu. Donc chaque année, je voulais rester un peu plus. Donc maintenant... Est-ce que tu avais des objectifs et que tu voulais les atteindre aussi? Je voulais tenter le milieu d'humour de la scène à Paris, mais cette fois-ci en français. Ouais. Et c'est quoi qui t'a... C'est quoi? Quel... T'as postulé dans quoi pour un jour te retrouver à passer de comédien humoriste inconnu à connu? Ah, j'attends toujours d'être connu. Hein. Quand on te voit, excuse-moi, mais c'est vrai que tu as quand même beaucoup de personnes qui ont plaisir et qui ont... Tu as quand même une communauté qui te suit. Oui, j'ai une petite communauté qui me suit. Ça, c'est vrai. Donc, connu, c'est très objectif. Mais oui, donc la question, c'est quoi? À quel moment tu as décidé de passer ou postuler ou tu as eu ta chance pour passer... Il n'y a pas un truc, c'est vraiment une accumulation de plein de petits réussites qui fait que je finis par arriver où je suis. Bon, évidemment, c'est beaucoup d'être médiatisé un peu. Quand je dis médiatisé, je ne parle pas forcément de la télé ou le cinéma, mais juste d'avoir des vidéos sur le réseau qui fonctionnent bien, qui commencent à faire qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à suivre. Et donc ça fait maintenant longtemps que je suis dans le milieu d'humour français, ça fait 15 ans. Et donc finalement, si on frappe à la porte assez longtemps, on finit par avoir une petite porte qui ouvre un peu. Et c'est vraiment si on est assez têtu pour rester dans le milieu assez longtemps, soit tu finis par abandonner, soit tu finis par percer assez pour continuer à le faire. Et pour moi, aujourd'hui, je trouve que si tu arrives à gagner ta vie en faisant ça, c'est déjà, tu as gagné. Hein. Après, le nombre de followers sur Instagram, le nombre d'émissions télé tu fais, c'est secondaire pour moi. C'est vraiment juste de pouvoir continuer à le faire.
C'est une aide aujourd'hui pour avoir une meilleure visibilité. Visibilité, en fait, ça dépend ce que tu veux faire. Visibilité, ça implique potentiellement vendre plus de billets, mais parfois, évidemment, on aimerait tous gagner plus d'argent, c'est pas la question, mais je préfère jouer dans une salle comme ici, devant 80 personnes, plutôt que des zéniths. Je ne suis pas encore là au Zénith, donc, mais j'ai déjà fait quelques passages dans des très grandes salles et j'adore pas, quoi. On le fait pour l'ego, on le fait pour l'argent, mais pas forcément pour le plaisir, au moins dans mon cas. Peut-être si je jouais dans des zéniths tout le soir, peut-être je prendrais goût. C'est vrai que quand tu regardes la salle, tu te dis là, c'est peut-être aussi plus familial. Oui, j'aime le côté intime. Ouais. Tu vois, c'est ce côté intime, parce que tu te dis, une salle profonde, vraiment énormément de place, tu as peut-être moins de temps pour te mettre en place, pour instaurer, même si les gens viennent pour te voir, peut-être moins de temps pour qu'ils te sentent vraiment à l'aise et eux te sentent aussi, ça dépend de la salle, mais il y a une question de rapport avec le public qui est. Tu crées quelque chose un peu plus facilement quand c'est dans une salle où le plafond est plus bas, c'est pas une grande salle où les rires et la voix partent vers là-haut, je sais pas. Mais je préfère les petites salles comme ça. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué pour la première fois que tu jouais, parce que là, tu as 4 dates. Donc Oui. Là, ce sera la 3e ce soir et la dernière, donc demain dimanche. À la première, j'ai senti, et là encore des personnes qui sont venues, j'ai senti des personnes qui te connaissent, qui t'apprécient, mais qui en plus prennent un énorme plaisir à t'entendre parce que quand j'ai découvert ton spectacle. Oui. Moi, je ne le connaissais pas plus que ça, à part les vidéos que je regardais et que je voyais donc, sur les réseaux aussi. J'ai été agréablement surpris sur cette proximité, le fait que tu parles avec le public, que tu aies un sens de la répartie assez rapide, ça aussi, ça a son importance. Et ils sont vraiment tout de suite très ouverts sur le fait de te répondre et de tout de suite. C'est un jeu de ping-pong et de tennis. Oui, mais parfois, ça dépend du public, mais je pense que dans ce genre de salle, ça aide de créer ce rapport. Parce que parfois, quand tu es dans une plus grande salle, même les gens se sentent moins à l'aise pour partager. Ouais. Puis une personne seule sur une grande scène, ça doit être compliqué de prendre toute la place aussi. Tu sais, de prendre un volume. Oui. Ça peut aussi en jouer. Mais plus je joue dans une grande salle, plus j'essaie d'occuper l'espace. Ouais. Ok, d'accord. Oui. Et dans la continuité, par rapport à ça, quels sont tes projets à venir mi-2026, parce que là on est presque en juin. Oui. Donc fin 2026, début 2027, quels sont les futurs projets? D'abord, c'est améliorer ce spectacle. C'est mon 3e spectacle. Je suis en rodage là. Donc le but, c'est de vraiment l'améliorer pour qu'en 2027, je vais commencer à jouer à Paris, que le spectacle soit assez abouti à ce moment-là. Donc ça, c'est le but court terme et vraiment ce qui m'occupe le plus. Après, j'ai une idée d'une série que je voudrais développer. Donc ce sont les 2 gros projets maintenant pour 2027. Ok. Et prochaine date? Parce que là, tu es à Brive. Je vais à Brive. Après, je ne sais pas quand ça va sortir, mais après… D'ici 2-3 semaines à peu près. Donc, ok. Donc la prochaine date après Brive, c'est quand? Ça sera début juin. Après ça, ça sera à Paris. Je fais un plateau pour Laurent Ruquier. Super. Il va ouvrir un théâtre. Il a acheté un théâtre. Donc je vais faire un passage sur un de ses plateaux. Et après, fin juin, je joue à Versailles. Et après, je serai un peu off pour l'été. Ouais. Ok. Donc là, après, tu profiteras un petit peu de la famille, des enfants. Oui, et je vais essayer de… En fait, je suis en train de déménager aussi cet été. Donc ça va quand même prendre pas mal de temps de faire tout ça. Ok. Ouais. Alors là, pour la dernière question, parce que je t'en ai posé déjà beaucoup, et tu m'as raconté un petit peu tout ce qui est rentré dans l'univers culturel. À moi, si potentiellement j'ai oublié quelque chose et que tu aimerais peut-être… non, c'est très bien. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Après, voilà, c'était plus sur le côté culturel par rapport à ton enfance, par rapport au fait que tu sois à tes études, le fait que tu sois venu, le fait de tout ce que tu as
vécu aussi ici. Et moi, le but de l'émission Un jour un artiste, il y a une question qui me tenait vraiment à cœur. C'était toujours la dernière, et c'est toujours la dernière. C'est si tu avais quelque chose à dire, si tu regardais cette caméra, ou même celle-là, mais surtout celle-là, c'est celle qui est en face de toi, c'est si tu avais une seule chose à dire à une personne qui te regardera à l'avenir, ou si tu devais parler à quelqu'un de face à face pour lui donner un conseil sur la vie, que ce soit culturel ou autre chose, qu'est-ce qui te viendrait tout de suite à l'esprit? Qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute la voix. Parce qu'on a souvent une petite voix, V-O-I-X, V-O-I-X, c'est correct, oui, je parle français. Parce que c'est cette petite voix qui m'a poussé pour monter sur scène. Vraiment, c'était tu dis, peut-être si je tente ce truc, peut-être ça peut marcher. Et j'ai l'impression que tous les gens qui font un milieu un peu créatif, ils écoutent cette petite voix qui est parfois folle, parfois... oui, tu dis, non, quand même, c'est pas raisonnable. Mais il faut l'écouter parce que si tu l'écoutes et tu tentes à faire quelque chose grâce à cette voix, souvent, tu peux finir par être à Brive-la-Gaillarde devant 80 personnes pour jouer du stand-up. Et qui prennent plaisir à t'écouter. Oui. Surtout ça. Inch'Allah, comme on dit Inch'Allah. en français. Je tiens aussi à te remercier, moi, de mon côté, parce que tu m'as laissé ma chance de faire la première partie, premier soir. Donc j'ai profité de ton public. Oui, ils sont plutôt bienveillants en général. Ils étaient super. C'est vrai que ça a été vraiment un plaisir. Et en tout cas, je tiens à te remercier de ta simplicité, de ta gentillesse. Merci à toi. Et d'avoir aussi accepté de jouer le jeu pour cette émission. Et d'avoir joué le jeu pour la première partie, de nous laisser jouer. Ouais, ça fait plaisir. On t'a rassuré. Donc merci. Très bien. Merci encore pour tout. Eh bien, il est temps de nous dire au revoir. Au revoir. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission. Salut. À bientôt.